Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que je suis absolument ravie de vous faire. Il s'agit de ma pile à lire pour un challenge que j'attends chaque année avec grande impatience, à peu près depuis la fin du mois de juin en général, parce que j'aime pas l'été, donc je suis ravie d'arriver en automne. Il s'agit bien évidemment du Pumpkin Autumn Challenge. Ce challenge est organisé depuis 5 ans par Gimoz, de la chaîne Le Terrier de Gimoz. Je vous remettrai bien évidemment juste en dessous ces deux vidéos. Je vais pas m'étendre plus sur ce challenge parce qu'à mon avis, vous le connaissez suffisamment et le cas échéant, je vous renvoie aux vidéos. Alors, pour ma part, vous la voyez pas, mais je vous mettrai peut-être une petite photo, une pile à lire immense. Je crois que j'ai en tout 34 ou 35 livres. Oui, j'ai abusé. Au début de l'année, j'arrivais à lire 10 livres par mois. Depuis quelques mois, je suis tombée à 7, maximum 8, donc ça va être très compliqué pour lire 35 livres en 3 mois, vu que le challenge s'étend du 1er septembre au 30 novembre. Mais c'est pas très grave, écoutez, au moins ça me donne du choix. Si j'ai pas envie de lire certains, je pourrais les remplacer par d'autres au fur et à mesure. J'ai principalement des romans avec une grosse majorité de VO, mais j'ai quand même quelques graphiques, donc ça me permettra de, entre guillemets, alléger un petit peu le challenge en les intercalant notamment entre les grosses briques. Vous allez voir qu'il y a un menu que j'ai rempli plus que d'autres, mais ça vous étonnera pas si vous me connaissez un peu, si vous connaissez déjà la chaîne. Et puis écoutez, moi c'est tout ce que j'ai à vous dire avant de commencer, donc on va commencer tout de suite. Si vous me voyez regarder vers le bas, c'est normal, c'est juste que j'ai pris des notes pour être sûre de ne pas me perdre, notamment dans les intitulés des menus et dans les mots-clés. Le tout premier menu, il s'agit de Automne frissonnant, et on va commencer avec la première sous-catégorie qui s'intitule Gargare à la main de gloire, avec les mots-clés voleur, thriller, superstition et horreur. C'est ici, je crois, que j'ai mis le plus de romans de tout le challenge, parce qu'en tout j'en ai 5. Et j'en avais encore, mais je me suis quand même restreint parce que je me suis dit, si au final tu lis que du thriller pendant 3 mois, ça sera un petit peu dommage. Il y a quand même d'autres genres qui me font envie pour cette saison. Mais voilà, j'avais envie d'en caser quelques-uns et je vous les présente tout de suite. Le premier, je vous en avais parlé récemment, il s'agit de Hyde de Craig Russell, qui est donc un thriller qui se passe à Édimbourg à l'époque victorienne, il me semble, et qui est une réécriture, ou en tout cas qui est inspirée, avec à mon avis pas mal de changements, pas mal de modifications, évidemment de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais il me fait très envie, ne serait-ce que parce qu'il se passe à Édimbourg, et qu'il a l'air vraiment un peu creepy. Je sais pas du tout s'il y aura un aspect surnaturel, ou si ça sera vraiment uniquement du thriller, mais il me fait vraiment très envie, et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Deuxième, un petit peu dans la même veine, je vous en ai parlé également récemment, il s'agit de Northanger Abbey de Val McDiarmid, qui est une réécriture version thriller de Northanger Abbey de Jane Austen, le classique de la littérature gothique. Ici on se situe à notre époque dans les Borders, donc dans la région qui se situe entre l'Écosse et l'Angleterre, juste au sud d'Édimbourg. Donc comme vous le voyez, il y a quand même un petit thème avec ces deux livres, mais il me fait très hâte, et j'ai hâte, le cas échéant, de pouvoir vous en parler dans ma vidéo concernant les livres qui se situent en Écosse. Troisième roman pour cette sous-catégorie, on change un peu d'ambiance, et celui-là, je dois me retenir pour pas me jeter dessus. Je l'ai trouvé en occasion, j'étais absolument ravie, parce que ça faisait un moment qui me faisait de l'œil. Il s'agit de The Axeman's Jazz de Ray Celestin. Vous le connaissez peut-être sous le titre Carnaval, parce qu'il avait été traduit il y a 1 ou 2 ans. On est ici sur un thriller qui se déroule à la Nouvelle-Orléans, je sais plus à quelle époque, en 1919, voilà. En 1919, et moi je veux pas en savoir plus, vu qu'on se situe à la Nouvelle-Orléans, il va y avoir peut-être une ambiance un peu bayou, ça me fait beaucoup penser à La Princesse et la Grenouille bien évidemment, avec le docteur Facilier. Donc je me dis que ça peut peut-être aussi rentrer dans le mot-clé superstition, mais en tout cas je pense que ça va être un des tout premiers que je vais lire. Pour tout vous dire, aujourd'hui je filme, on est le 25 août, moi j'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit le 1er septembre. J'ai vraiment du mal à me dire qu'il faut encore tenir une semaine pour commencer le challenge, mais celui-là, à mon avis, il va passer vraiment dans les tout premiers. On revient à l'Écosse, et oui, je peux pas m'en empêcher, avec Pine de Francine Toon. C'était une sortie de la fin de l'année dernière, c'est sorti il me semble au mois d'octobre ou au mois de novembre 2020. Je l'avais eu pour ma part pour Noël, de la part de mon chéri. On est sur un thriller qui se passe dans les Highlands, en Écosse. Apparemment c'est une ambiance très froide, très glauque, très oppressante, avec aussi un petit peu de nature writing à mon avis, vu le décor. Il me semble qu'il s'agit d'une disparition d'enfants.
J'aurais pu le mettre, vu que c'est du nature writing, dans une catégorie plus bas, mais bon écoutez, il est là, au pire c'est pas très grave, hein, ça change rien, ça m'empêchera pas de le lire et de l'apprécier à mon avis. Il a eu d'excellents retours, il n'a pas encore été traduit vu que c'est très très récent et que c'est, il me semble, un primo-roman, je vérifierai mais il me semble que c'est ça. Donc je suis très très contente de pouvoir le lire bientôt. Dernier livre dans cette sous-catégorie, je vous en avais parlé très récemment, il s'agit de The Wolf and the Watchman de Niklas Natt Ordach. Vous vous en souvenez, il s'agit en français de 1793, qui est un thriller historique suédois. On se situe donc à la fin du 18e, dans une ambiance un peu de révolution. Apparemment c'est la crise à Stockholm, le roi vient de mourir et il va y avoir des meurtres. Et voilà, on en a déjà fini avec cette première sous-catégorie. Je vous promets que dans les suivantes, il y a un petit peu moins de livres à chaque fois. Mais bon, on va quand même pas traîner vu qu'il doit rester une trentaine de livres à évoquer. On passe à la deuxième sous-catégorie qui est Double Double Toil and Trouble. Double Double Toil and Trouble. S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas la seule à avoir eu cette chanson dans la tête. Je sais qu'à la base c'est une référence à Shakespeare, mais moi c'est la chanson que j'ai eu dans la tête. Donc mettez-moi en commentaire si vous avez la ref de la chanson que je viens de chanter. Il s'agit ici de lire des romans avec le mot-clé. Moi j'ai noté uniquement sorcière, c'est le mot-clé qui m'a intéressée et que j'ai retenu. Premier dans cette liste concernant les sorcières, un tout petit manga que je dois lire depuis beaucoup très longtemps. Il s'agit de L'Atelier des sorciers, le tome 3 de Kamome Shirahama. J'avais commencé la saga au moment de la parution du premier tome. Depuis j'ai mis en pause. Je sais pas pourquoi, j'avais beaucoup aimé, mais je sais pas, peut-être qu'il y a eu trop de hype et que ça m'a un petit peu découragée. Mais en tout cas voilà, j'ai le tome 3, j'ai le tome 4 aussi dans ma palle, donc si celui-là est lu, peut-être que j'enchaînerai sur le 4. Mais j'aime beaucoup retourner dans cet univers, j'aime surtout la douceur des dessins, j'aime pas mal les personnages, donc j'ai très très hâte d'y retourner. On continue dans la thématique des sorcières avec un roman que à peu près, à mon avis, 70% des participants au challenge l'année dernière avaient mis dans leur pile à lire. Il s'agit de The Familiars de Stacey Halls, qui est en français Les sorcières de Pendle. Et donc ici j'ai joué sur l'aspect historique du mot sorcière, vu qu'il n'est pas question de sorcellerie mais d'accusation de sorcellerie, donc de chasse aux sorcières du point de vue historique. J'ai très très hâte de voir ce que ça donne, parce que j'ai eu des retours assez mitigés sur ce roman, certains ont adoré, d'autres se sont franchement ennuyés. Donc j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir surtout l'aspect historique, la condition de la femme, etc. Je vous en ferai un retour très rapidement. Dernier roman sur la thématique des sorcières, je l'ai trouvé en occasion très récemment. Il s'agit de A Secret History of Witches de Louisa Morgan. Alors je ne me souviens absolument pas du résumé, je regarde très rapidement. On se trouve en Bretagne en 1821 et ensuite on va suivre d'autres générations de la même famille qui sont donc des sorcières. Apparemment on va traverser les guerres mondiales, etc. Donc je pense qu'on va s'étendre sur une période assez longue pour suivre une famille de sorcières. Je ne sais pas du tout si il y a réellement un aspect surnaturel ou pas, ou si c'est encore une fois des sorcières au sens chasse aux sorcières historiques. Mais j'ai très très hâte, ne serait-ce que parce que on en entend peu parler. J'adore cette couverture, j'adore les petites fioles. Je trouve qu'on est vraiment dans l'ambiance du challenge. Il me fait vraiment très très envie. On en a donc fini avec cette deuxième sous-catégorie. On va enchaîner avec la troisième. La troisième, il s'agit du folklore de Shippenden, qui est donc une référence à l'épouvanteur. Et ici, les mots-clés que j'ai retenus sont créature et fantasy. Premier roman, on est dans de la fantasy pure et dure. J'avais lu le tome 1 l'année dernière pendant l'été, j'avais adoré. Et je m'étais pris celui-là pour le mois de la fantasy, mais si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai complètement raté mon mois de la fantasy cette année. Je crois qu'en tout, j'ai lu 6 romans, mais donc c'est pas grave. J'ai donc remis la plupart des romans dans ce challenge. Le premier, le voilà, il s'agit de Le Royaume éveillé, le tome 2 de Adrien Thomas. Le sous-titre, la saga complète, c'est Le Chant des épines. Le premier tome, c'était Le Royaume rêvé, et donc là, on est sur Le Royaume éveillé. Je l'ai en poche chez Helios. Pour tout vous dire, je me souviens pas en grand détail du tome 1, je me souviens juste que j'avais beaucoup aimé. C'est de la fantasy très adulte, ça mêle fantasy politique et complot, etc. avec un aspect quand même créature fantastique. Il me semble qu'il y avait des créatures très très noires, très sales, je me souviens plus comment elles s'appelaient, mais auxquelles les personnages faisaient la chasse. On suit un groupe de personnages qui sont donc les épines, qui sont donc une espèce d'élite qui sont rassemblés pour protéger le royaume. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, je pense que j'irai me relire un résumé spoilant avant d'enchaîner sur ce tome 2, mais j'ai très très hâte, j'adore la plume d'Adrien Thomas, donc j'ai vraiment hâte de retourner dans cet univers.
On enchaîne toujours dans cette sous-catégorie, là on est plutôt sur du fantastique, ça ne vous étonnera pas, il s'agit de Anansi Boys de Neil Gaiman. Anansi Boys c'est le tome compagnon de American Gods, ici on suit Fat Charlie Nancy qui est le descendant du dieu Anansi. Anansi c'est le dieu en Afrique de l'Ouest et dans les Caraïbes, le dieu araignée, le dieu qui est en charge des histoires. Et donc là, Anansi est mort et on va suivre un de ses descendants. J'ai vraiment hâte, ne serait-ce que parce que c'est du Neil Gaiman. Je sais déjà que je vais passer un très bon moment. Et pour l'automne, je sais pas, le côté araignée, etc., je trouvais que ça allait très bien. Donc c'est pour ça que je me le suis gardé. Et je pense que lui aussi va faire partie des premiers que je vais lire cet automne. Dernier roman dans cette sous-catégorie, il s'agit du Martyr de Oliver Perru, le tome 1. C'est un livre que j'ai eu pour mon anniversaire, il me semble, l'année dernière. C'est déjà le deuxième, troisième, peut-être quatrième challenge dans lequel je le mets. En fait, il me fait un peu peur, de 1 par sa taille et de 2 par sa thématique. D'Oliver Perru, j'ai lu Druide, qui avait été un véritable coup de cœur, une révélation. Je pense que je n'ai jamais lu et je ne relirai jamais d'autres romans comme Druide. Je vous le conseille très fortement d'ailleurs si vous ne l'avez pas lu. Et ensuite j'avais lu Daryl Outremonde qui lui avait été pas forcément une déception mais en tout cas j'avais vraiment eu du mal, il m'avait vraiment beaucoup décontenancé. Et donc depuis j'ai un peu peur de retourner dans cet auteur, d'autant que celui-là à mon avis on est plutôt dans de la fantaisie très guerrière, je sais pas. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à me motiver le cas échéant si pour vous c'est un incontournable. En tout cas, la plume de l'auteur, ça j'adore, ça je peux pas le nier. Mais c'est pas forcément une de mes priorités dans ce challenge. Mais il faut bien que je le sorte un jour. C'en est tout pour ce premier menu, il me semble. Oui, en effet. Donc on passe au deuxième menu, qui est le menu automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie, c'est It's just a bunch of hocus pocus. Dites-moi si je suis la seule à avoir entendu là dans mes oreilles le rire des sœurs Sanderson, notamment le rire de Winnie. Je pense pas, mais voilà. Donc c'est vraiment l'image que j'ai eue dans la tête pour cette sous-catégorie. Et malheureusement, dans ma pile à lire, j'avais pas grand-chose qui correspondait au mot-clé, qui est le Halloween. Donc j'ai pris quelque chose qui pour moi s'en approchait le plus. J'ai choisi Small Spaces de Catherine Arden, qui en français a été traduit l'année dernière sous le titre de Terreur à Smoke Hollow, parce que d'une part on a un épouvantail sur la couverture, et d'autre part c'est un petit roman horrifique jeunesse, et je me disais pour Halloween ça le fait bien. Si vous voyez en haut, on a un commentaire de R.L. Stein, qui est l'auteur des Chairs de poule. Donc moi, pour moi, tout ça, ça a fait que je pense que ça ira bien pour Halloween. C'est un tout petit roman. Donc pourquoi pas me le garder pour le soir du 31 octobre, me le faire comme ça sur un ou deux soirs. Il paraît qu'il fait quand même assez frissonner, même pour de la jeunesse. Donc j'ai hâte de tester. J'avais qu'un seul roman pour cette sous-catégorie, comme quoi vous voyez, je sais être raisonnable. La deuxième sous-catégorie, j'ai pas noté le titre en entier parce que j'avais pas envie de le massacrer, c'est celui qui commence par « Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent bon à la... » Et je me lancerai pas dans tenter de prononcer le nom. On a ici les mots-clés jeunesse, famille et nourriture. J'ai donc choisi deux livres, un graphique et un roman. Un graphique, ça vous étonnera pas, je vous ai parlé du tome 2 très récemment. Il s'agit du tome 3 de La Quête des Weyland de Pierre Bottero, illustré et adapté en graphique par Lilian et Baldetti. Pour moi, ça c'est vraiment le synonyme de la jeunesse, de ma jeunesse. Donc je suis ravie de retourner dans cet univers, à toute saison en fait, je me sens bien Gwendalavir. Donc voilà, et après je les ai plus, donc il faudra que je m'achète les suivants, mais j'ai vraiment très envie de me replonger en Gwendalavir. Deuxième roman, on reste vraiment dans une ambiance doudou, cocooning pour moi. Il s'agit de Anne of Avonlea de Lucy Maud Montgomery, qui est donc le tome 2 des aventures de Anne et la maison au pignon vert. J'avais lu le tome 1 cet hiver. C'est tout doux et surtout il y a un côté très nature, très englobant de la nature et des saisons qui fait qu'à toute saison on s'y retrouve, mais encore plus à l'automne quand on a envie d'un peu de réconfort, de se blottir quand il pleut, quand il fait froid dehors. Surtout ici en Écosse, l'automne peut être très gris, très morne. Donc je me dis que retourner à Avonlea, ça sera super. J'ai vraiment très hâte de me replonger dans l'univers de Anne. C'en est tout pour cette sous-catégorie. On passe à la troisième sous-catégorie de ce menu. Il s'agit de « Il suffit de se souvenir de rallumer la lumière ». Ici, les mots-clés sont « feel good » et « santé mentale ».
J'ai choisi 2 romans. Le premier, je vous l'avais montré en book haul cet été. Il s'agit de Dear Mrs. Bird de A.J. Pierce, qui, si vous le souvenez, est un roman qui se passe à la Seconde Guerre mondiale. On va y suivre Emmeline qui travaille pour un journal au Courrier du Cœur et qui va recevoir les lettres des femmes, des épouses, des hommes qui sont tombés au combat, qui sont disparus, ou simplement des épouses qui ont besoin de parler à quelqu'un durant la guerre. Et je pense que donc il va être question de santé mentale, mais en même temps, tous les retours que j'ai vus, c'est que c'est uplifting, que c'est comforting, donc que c'est vraiment réconfortant, que ça fait du bien au moral, etc. Que c'est un peu une petite touche de lumière, donc j'ai vraiment très hâte, d'autant que la suite vient de paraître. Ça, je pense que dans le genre lecture feel good, ça sera super. Le deuxième est un petit peu différent. Ça, je ne vous l'ai pas encore montré et je pense pas que vous soyez beaucoup à le connaître. Il vient tout juste de sortir en VO. Il s'agit de Everyone in this room will soon be dead de Emily Austen. Avec la couverture, pour ceux qui me connaissent, vous allez comprendre très vite ce qui m'a attiré dans cette couverture. Je le dis pas, on va voir si vous avez compris. Mettez-le moi en commentaire si vous avez compris. Ici, on est sur quelque chose qui m'a attiré l'œil parce que j'ai jamais vu de pitch qui ressemblait à ça. On va suivre, comment elle s'appelle Gilda. Gilda, en fait, elle a des pensées suicidaires, elle est très anxieuse, etc. Et elle va décider de se lancer dans une thérapie pour essayer de se soigner. Elle va se lancer dans une thérapie dans son église du coin. Et elle va décider de devenir bénévole pour remplacer la réceptionniste qui est morte très soudainement dans des circonstances un peu mystérieuses. Et donc Gilda va se retrouver d'une part à devoir jongler entre son anxiété et son nouveau rôle de réceptionniste, mais aussi elle va se lancer dans une enquête pour savoir ce qui est arrivé à la réceptionniste d'origine. Donc apparemment on est sur un roman un peu un mélange entre un cozy mystery, mais aussi quelque chose qui traite énormément de santé mentale, etc., d'anxiété, de suicide, et qui est apparemment très drôle. Donc j'ai vraiment très très hâte. Je pense que ce roman peut être plein de surprises, et surtout je pense que je vais le lire rapidement pour éviter d'avoir trop de retours dessus. Mais voilà, et donc surtout, dites-moi en commentaire si vous avez compris pourquoi il m'a attiré à l'origine. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Donc tiré de Shrek, bien évidemment. Les mots-clés que j'ai retenus pour cette catégorie sont humour et animaux, mais surtout humour pour celui-ci. J'ai pris, parce que je l'ai enfin trouvé en occasion, je ne l'ai pas montré en book haul, mais tant pis, au moins vous le voyez ici, j'ai pris The Light Fantastic de Terry Pratchett, qui est donc le deuxième livre dans la saga du Disque Monde. Moi j'ai choisi de les lire dans l'ordre chronologique de parution, j'aurais pu choisir de les lire dans l'ordre des cycles, mais j'ai décidé de le lire dans l'ordre chronologique de parution. On est donc ici sur le deuxième tome. J'avais lu le tome 1 l'année dernière, La 8e couleur. J'ai très très hâte de retourner dans ce livre, pas forcément pour l'univers du Disque Monde qui m'avait pas plus convaincu que ça, pour être honnête, au moins sur le premier tome, mais juste pour la plume de Terry Pratchett et surtout pour son humour. C'est toujours un bonheur. J'éclate pas forcément de rire, mais ça m'arrive quand même des fois. C'est plein d'esprit, c'est fin, c'est intelligent, des fois c'est pas forcément très profond, mais j'adore. Et il y a toujours de la magie, etc. Donc pour le pumpkin, ça passe très bien. Voilà, c'en est tout pour ce deuxième menu. Donc on va passer au troisième menu qui est Automne enchanteur. La première sous-catégorie, il s'agit de La lunette de Pierre, c'est extra. J'ai pas noté la fin du titre, je vous laisserai regarder les menus et les catégories de Gimose si besoin. Les mots-clés que j'ai retenus ici sont petit peuple, féerie et nature. Là, pour le coup, je vous avoue que j'ai eu un peu de mal. J'en ai trouvé un dans ma pile à lire. J'ai dû un petit peu twister les mots-clés, mais c'est pas grave, c'est autorisé. J'ai pris Les Chroniques des Elfes de Jean-Louis Fedgen. Pourquoi j'ai pris ce tome? Parce que pour moi, les elfes font partie de la féerie au sens très large du terme. C'est pas forcément le petit peuple, clairement, les elfes, mais bon, on va dire que ça va. Et la nature chez Fedgen est quand même omniprésente, donc je me dis que ça passe. L'année dernière, pour le Pumpkin de 2020, j'avais lu la trilogie des elfes, que j'avais beaucoup aimé. Je m'étais enchaîné les 3 tomes, chose que je fais très rarement. C'est rare que je lise un intégral un seul coup. Donc je me dis, je vais peut-être faire la même chose avec celui-là. Il m'attend depuis le mois de la fantaisie, il fait partie des rescapés du mois de la fantaisie. La plume de Jean-Louis Fedgen est sublime, j'aime beaucoup. Dans la trilogie des elfes, on était sur la genèse du mythe arthurien.
avant Arthur, mais plutôt Merlin et compagnie. Là, on n'est pas du tout là-dessus, on est plutôt sur les elfes eux-mêmes, sur leur société, sur leur vie, mais j'ai vraiment très hâte d'y aller. Deuxième sous-catégorie dans ce menu, nom d'une dune, avec comme mots-clés écologie, SF et post-apocalyptique. Je me suis pris 2 livres qui rentrent plutôt dans la catégorie SF pour le coup. Le premier que vous avez vu en book haul cet été, il s'agit de The City We Became de N.K. Jemisin. Je vous refais pas le pitch, à mon avis vous l'avez suffisamment vu passer récemment vu qu'il a été traduit. On est sur apparemment un mélange de SF et de fantasy. On se trouve à New York, on va parler des mythes ou des créatures, je ne sais pas du tout, qui vont créer New York. Moi il m'en faut pas plus, ça me suffit, j'ai vraiment très hâte. Parce que tous les retours que je vois sont absolument dithyrambiques, donc j'ai envie de savoir pourquoi. Donc lui, il fait partie de ceux qui vont être lus, ma foi, très rapidement. Le deuxième, je me le suis procuré en occasion très récemment, je ne vous l'ai pas encore montré. Il s'agit de The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers. Il se trouve que là, ces derniers jours, on le voit beaucoup passer sur Instagram, donc le hasard fait que moi je l'ai depuis environ 10 jours. Parce que j'avais envie de découvrir la plume de l'autrice de Becky Chambers pour pouvoir lire son nouveau, j'ai plus le titre, mais il me faisait aussi très envie. Je connais absolument pas le pitch, à part que, pour vous dire que c'est de la SF slash du space opéra. J'en sais pas plus, je sais qu'il y a apparemment beaucoup d'émotions dans ce roman, mais aussi pas mal d'humour, je crois. Je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'ai entendu. Et on va suivre une expédition dans l'espace. Je crois que ça dure 1 an, mais je me trompe peut-être. Je veux pas en savoir plus. Apparemment, c'est vraiment la force de ce livre, c'est vraiment la plume de l'autrice. Donc voilà, il sera lu rapidement. Comme quoi, faut jamais dire jamais, je me mets à lire de la SF. Dernière sous-catégorie dans ce menu, nous avons Princesse, avec ici les mots-clés inclusivité, LGBTQA+, et féminisme. Ici, j'ai choisi de lire 2 graphiques et un roman. Le premier graphique, je l'ai acheté au début de l'été à St. Andrews et il me tardait de le lire. Il s'agit de Heartstopper de Alice Oseman. Je pense que je ne vous le présente plus. On est sur un roman graphique qui va concerner une romance entre les 2 jeunes garçons, les 2 jeunes hommes plutôt, que l'on voit ici. Tous les retours que j'ai en sont excellents. Apparemment, tout le monde est fan. On est déjà, il me semble, au tome 4, donc il est temps que je prenne le train en marche. Mais voilà, il sera lu très rapidement, possiblement calé entre 2 plus gros romans, ça fera vraiment bien l'affaire. Deuxième graphique, celui-là je l'ai trouvé très récemment en occasion, donc c'est pareil, je ne vous l'ai pas encore montré. Il s'agit de The Sleeper and the Spindle de Neil Gaiman, illustré par Chris Riddle. Alors, on est ici sur une réécriture, il me semble c'est un croisement entre Blanche-Neige et La Belle et la Bête, non, La Belle au Bois dormant, pardon. Ce qui est sûr, c'est que c'est une réécriture de La Belle au Bois dormant. Comme vous le voyez sur la couverture, on a 2 femmes qui s'embrassent, ou plutôt une femme qui en embrasse une autre endormie. Donc, apparemment, ça pourrait avoir pour thématique une romance FF, une romance femme-femme, mais de ce que j'ai lu, c'est pas forcément le cas, c'est pas le thème central du roman graphique. Mais bon, je fais globalement confiance à Neil Gaiman et à Chris Riddle pour nous avoir réinterprété La Belle au Bois dormant, si ce n'est avec une romance FF, au moins avec des femmes badass. Ça, c'est sûr, je leur fais confiance. Et pour le style graphique, juste pour ça, ça me fait très envie. Regardez. On est sur quelque chose de très beau. J'adore le style de Chris Riddle. J'ai certains des livres de Neil Gaiman illustrés par lui, et à chaque fois, c'est un bonheur à lire. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire rapidement pour pouvoir vous dire s'il s'agit réellement d'une romance FF ou non. Et le dernier, trouvé en charity shop la semaine dernière avec ma maman, donc celui-là c'est sûr que je vous en ai pas parlé. Il s'agit de Girl, Woman, Author de Bernardine Evaristo. Je sais pas du tout si c'est de la non-fiction ou de la fiction. Ce que je sais, c'est qu'il a reçu beaucoup de récompenses. Il vient d'être traduit, il me semble, en français. Il a reçu beaucoup de récompenses et il est décrit comme une œuvre féministe qui est à la fois pleine de passion, qui déborde d'énergie et d'humour et qui doit absolument être lue. Ça concerne apparemment la Grande-Bretagne. Je sais pas si... oui, c'est ça s'étale sur plus d'1 siècle. Franchement, j'ai même pas envie de savoir si c'est de la non-fiction ou non, j'ai juste envie de me plonger dedans sans en savoir plus. La couverture en elle-même m'appelle, je sais pas, je la trouve très dynamique, très évocative, et je pense que ça je vais le lire assez rapidement, parce que mine de rien, les couleurs me font penser un petit peu à l'été, et le thème aussi, donc voilà, lui il sera lu à mon avis au mois de septembre. C'en est tout pour ce 3e menu,
Il nous reste donc le dernier menu, qui est le menu spécial de cette année, Automne des mystères. La première sous-catégorie, il s'agit de Le destin perdu, avec les mots-clés que moi j'ai relevés, qui sont temps, énigme et historique. Premier roman choisi, acheté courant du mois d'août. Je pense que je vous ferai pas de book haul de sitôt, parce que là vous voyez quand même quelques achats du mois d'août, donc pas besoin de vous les remontrer. Il s'agit de What the Wind Knows de Amy Harmon. On est ici sur une fiction historique. Apparemment, on va se situer entre nos jours et le début du XXe siècle en Irlande. Il s'agit d'une jeune femme qui vient de perdre son grand-père et je sais pas comment, j'ai pas envie de savoir comment en fait. Elle va se retrouver dans les années 15-20 en Irlande et elle va rencontrer celui qui sera son grand-père qui à l'époque est un enfant et je sais pas si elle va se retrouver à l'élever ou devenir son ami ou quoi que ce soit. Mais apparemment c'est très émouvant, très poignant. Ça vient d'être traduit chez Charleston, c'est comme ça que j'ai eu vent de son existence. Plein d'émotions, ça aborde forcément la question irlandaise à l'époque, hein, c'est une thématique très importante. On est en plus dans l'année du centenaire, donc c'est encore une meilleure raison de le lire maintenant. Mais voilà, j'ai très très hâte, et ce qui me permettra aussi de découvrir le style de l'autrice, donc voilà, je vous en parle assez rapidement, celui-là je pense. Hop, le deuxième, ça ne vous étonnera pas si vous êtes sur ma chaîne depuis le début, si vous me connaissez, il s'agit bien évidemment de The Missing Sister de Lucinda Riley, qui est le tome 7 des 7 sœurs, donc le dernier à ce jour, le dernier qu'elle aura écrit elle-même, vu qu'elle est décédée malheureusement. La coïncidence veut que, apparemment dans celui-ci, on est aussi en Irlande, donc comme le livre que je vous ai présenté juste avant. On va en apprendre un peu plus sur la 7e sœur. Est-ce qu'on va la trouver? Je ne sais pas, mais en tout cas, on va en apprendre un peu plus sur elle. Probablement, on va en apprendre sur Pasholt, sur les raisons qui l'ont poussée à adopter ces 7 sœurs aux 4 coins du monde, qui ont toutes eu une histoire familiale assez chargée. Donc j'ai vraiment très très hâte. Celui-là fait partie de ceux qui vont être lus très très rapidement au début du mois de septembre. Je me retiens, mais vraiment, j'ai dû me retenir pour pas le lire immédiatement au moment de l'acheter. Après je me suis dit, allez, calme-toi, tu fais durer encore un peu le plaisir, et au moins comme ça tu pourras le déguster à l'automne. Le dernier roman que j'avais choisi pour cette sous-catégorie, je l'ai commandé, il n'est pas encore arrivé. Il s'agit du seul achat que j'ai fait pour ce challenge, enfin directement pour ce challenge. Il s'agit, je vous remettrai la couverture en bas de l'écran, de The Box in the Woods de Maureen Johnson, qui est le tome 4 de Truly Devious. Enfin, je dis tome 4, mais pour moi, ce serait plutôt le tome 1 d'une nouvelle trilogie, parce que dans ma tête, la première trilogie était finie. Si vous ne connaissez pas Truly Devious, on suit Stevie. Stevie, c'est une adolescente qui a la particularité d'être passionnée par les cold cases, et surtout un mystère en particulier, la mort de Albert Hellingham. C'était un homme très riche qui un jour est mort. Et on ne sait pas comment qu'il a tué, et surtout sa femme et sa fille avaient disparu, et en plus il aurait une fortune, enfin il avait laissé une fortune aux gens qui résoudraient la disparition de sa femme et de sa fille. Et donc Stevie s'est passionnée pour ça tout le début de son adolescence, et ce qui va la permettre de rentrer dans la Ellingham Academy, qui était une académie fondée par justement Albert au début du siècle pour en gros donner des bourses et donner un cadre de développement approprié à des enfants qui ont des capacités ou des centres d'intérêt spécifiques. Dans le cas de Stevie, c'est les enquêtes, elle a des amis, c'est la musique, d'autres c'est la technologie, etc. J'avais adoré cette première trilogie, c'est du young adult, certes, mais ça peut être assez sombre par certains côtés, et plutôt profond sur certaines questions. Il y a énormément d'inclusivité dans ce roman, il y a beaucoup de représentations LGBTQIA+, donc ça c'était vraiment une de ses forces. Il y a pas mal d'humour, mais c'est plutôt le côté sombre au final qui prédomine au fur et à mesure qu'on avance dans la trilogie. Et quand on arrive à la fin du tome 3, pour moi c'était fini. Mais Maureen Johnson a relancé une trilogie qui se passe là à l'université parce que Stevie a vieilli. Et donc apparemment on va se lancer dans un nouveau mystère qui va concerner cette fois le campus de son université. J'ai vraiment très très hâte de me lancer dedans pour l'automne, c'est super. Il me semble que ça se situe, en tout cas la première trilogie de mémoire se situait au Vermont. Donc si on est dans le même genre de décor, moi j'imagine très bien les campus aux États-Unis avec, vous savez, les tapis de feuilles rouge et or, etc., les vieilles bâtisses, les grandes bibliothèques. J'ai vraiment vraiment super hâte de le recevoir. Si vous avez l'occasion de lire la première trilogie, foncez. Et en plus, si vous pouvez les lire en audio, ça sera vraiment top. J'en avais écouté, je sais plus si c'est le 1 ou le 2,
mais c'était vraiment très très bien fait, l'adaptation audio était très agréable. Par contre, il me semble que le premier a été traduit, mais si vous voulez vous lancer en anglais, sachez qu'il n'est pas franchement pour les débutants. Le style de Maureen Johnson est assez pointu, en tout cas dans cette saga-là, j'ai rien lu d'autre d'elle, mais dans cette saga-là, c'est assez pointu. Pour du young adult, c'est vraiment plus que très bien écrit. Mais donc voilà, je referme ici la parenthèse, mais sachez que c'est une super saga de thriller young adult. Qui aborde en même temps des questions assez profondes et assez importantes. Voilà, on s'arrête là pour ça. Et on enchaîne. J'ai oublié de vous parler d'un dernier livre pour cette sous-catégorie. Il s'agit de Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. À peu près tout le monde en parle en ce moment parce qu'il vient d'être traduit en français. Moi je me le suis acheté, si vous vous souvenez, cet été j'ai lu Gods of Jade and Shadow qui avait été un joli petit coup de cœur, pas un énorme coup de cœur mais quand même un joli petit coup de cœur. Et donc j'avais envie de voir ce que l'autrice donnait dans un tout autre genre. Ici on est dans un roman d'inspiration comme le titre l'indique évidemment gothique, mais dans les années 50 et surtout au Mexique. Donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Et surtout j'ai envie de retrouver le style de l'autrice qui était ce qui m'avait conquis dans son premier roman. Et comme ça me donnera envie de pourquoi pas continuer avec ses autres sorties. Donc cette fois-ci c'est bon, c'en est fini pour cette sous-catégorie. On passe à la deuxième, les ruines de l'Atlantide, avec les mots-clés qui sont philosophie et mythes et légendes. Ce sont les deux mots-clés que moi j'ai retenus en tout cas. J'ai eu un peu de mal pour tout vous dire à trouver quoi mettre dans cette sous-catégorie. Alors, le premier, ça va pas vous étonner, je vous en avais parlé dans ma vidéo concernant ma pile à lire. J'ai mis Unfinished Tales de J.R.R. Tolkien, dans cette très très belle édition en hardback, édition limitée, collector, tout ce que vous voulez, que mon chéri m'a offert l'année dernière. Je pense que je vais me le prendre en Kindle, d'une part parce qu'il est très lourd, mais surtout parce que j'ai pas envie de l'abîmer, donc je me le prendrai en Kindle, et pour tout vous dire, je pense pas que je vais réussir à tout lire d'un coup, peut-être un conte par-ci par-là. Et si quelqu'un veut se le faire en lecture commune avec moi, je pense que ça serait un bon moyen de me motiver à le lire parce que ça fait 1 an et demi que je l'ai, et 1 an et demi que j'ai peur de le sortir parce que j'avais lu le Silmarillion et j'ai beaucoup aimé, mais c'était quand même très dense. J'ai mis plus d'1 mois à le lire parce que pareil, je pouvais pas le lire d'une traite. Donc si quelqu'un veut bien m'aider à le lire et à me motiver, et ben ça serait avec grand plaisir, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'autre livre que j'ai mis dans cette sous-catégorie, là pour le coup ça ira beaucoup plus vite parce que c'est un tout petit roman. Il s'agit de The Deep de Rivers Solomon, je vous en ai parlé cet été. Il s'agit pour moi ça rentrait dans le mot-clé conte moral dans cette sous-catégorie, entre guillemets, ou en tout cas ça a l'air d'être très philosophique, il y a l'air d'avoir beaucoup de réflexion, ça a l'air d'être aussi très poignant. En fait, l'auteur a choisi de donner sa version de ce qui a pu se passer au temps de l'esclavage, quand les femmes enceintes étaient jetées par-dessus bord par les contremaîtres, les maîtres négriers, donc c'est les femmes esclaves bien évidemment. Il va être question apparemment de sirènes, je ne sais pas si il s'agit de sirènes métaphoriques ou réellement de créatures surnaturelles, mais ce roman apparemment est plein d'émotions et très touchant, pose beaucoup de questions, et je n'ai vu que de très bons retours, donc en plus il est très court, donc celui-là il sera lu vraiment très très rapidement je pense. On enchaîne avec la troisième sous-catégorie dans ce menu, elle s'intitule En avant Yvette Tempête, et moi j'ai noté comme mots-clés, pour le coup c'est tous les mots-clés, aventure, archéologie, artefacts et voyage. Alors j'avais envie de mettre quelque chose dans le mot-clé artefact, mais j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Mais donc j'ai mis, et c'est peut-être aussi pour le caser parce que ça fait un moment que je l'ai dans ma pile à lire, j'ai mis l'imprimerie des sorcières au scénario Mushinshi et au dessin Yasuhiro Miyama, qui est publié chez Soleil Manga, qui est un petit manga que j'ai dans ma pile à lire depuis sa sortie il y a 2 ans environ. Je me suis dit, il s'agit de l'imprimerie des sorcières. Si on est avec des sorcières qui travaillent dans les livres, l'impression, l'édition, etc., il va forcément être question d'objets magiques. Donc, artefact, ça devrait aller. Je suis d'accord, je suis allée un petit peu loin, j'ai un peu twisté le truc. Mais bon, écoutez, j'avais envie de le dire, donc... Dans la catégorie aventure, par contre, là, j'ai 2 romans à vous montrer. Le premier, encore un rescapé de ma pile à lire du mois de la fantaisie. Il s'agit de The Daughter of the Pirate King de Trisha Levenseller, qui avait été un grand succès à sa sortie il y a quelques années. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, je vous le remettrai en barre d'infos et en bas de l'écran. Mais il me faisait très envie. Pourquoi je ne l'ai pas lu au mois de la fantaisie et pourquoi je ne l'ai pas lu depuis surtout, c'est que même si ce qui me faisait très envie, c'est qu'on suit une femme pirate, donc ça c'était très cool, et qu'on suit toutes ses aventures dans un monde imaginaire, apparemment il y a une place assez importante laissée à la romance,
Et moi, c'est pas forcément ça dont j'avais envie dans ce genre d'univers. Moi, j'ai vraiment envie de aventure, aventure, aventure. Il faut savoir, c'est un de mes plaisirs coupables, que je suis une grande fan de Pirates des Caraïbes. Je sais que ces films ont des tas de défauts, ça, y a pas de souci, mais j'adore, et en fait, j'avais envie de retrouver ça. Et dans Pirates des Caraïbes, oui, il y a une romance, mais pour moi, en tout cas, c'est pas du tout un des éléments centraux des films, et j'avais envie de ça. Alors que là, apparemment, la romance a tendance à prendre le pas sur les aventures dans une certaine mesure. Donc on verra. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si c'est le cas pour vous, si la romance prend une trop grande place ou non. Mais donc voilà, il me fait quand même assez envie. Et puis bah écoutez, les pirates pour le Pumpkin Autumn Challenge, je trouve ça plutôt pas mal. Deuxième roman d'aventure, je vous l'avais montré en book haul au début de l'été, il s'agit de Skyward de Brandon Sanderson. Bah oui, aucune pile à lire n'est complète sans Brandon Sanderson. On est ici sur sa saga Young Adult de science-fiction, donc oui, vous voyez quand même, il y a quand même 3 livres de science-fiction dans cette pile à lire, c'est énorme pour moi qui n'en lis quasiment jamais. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que clairement il s'agit d'aventures, on va suivre des gens qui ont des vaisseaux spatiaux, je sais plus comment ils s'appellent. Bon bref, il s'agit de pilotes qui doivent défendre leur monde, donc il va y avoir du voyage, il va y avoir de l'aventure, peut-être même des artefacts, je sais pas, peut-être qu'ils ont des outils spécifiques, je connais pas du tout la mythologie de cet univers. Donc voilà, écoutez, celui-là je vous en reparle assez rapidement. Et enfin, oui, on arrive à la fin, vous ne rêvez pas, je suis en train de finir ma pile à lire, il m'en reste un seul. La dernière sous-catégorie, il s'agit de la sous-catégorie vraiment spéciale de cette année, en lien avec le menu automne des mystères. Il s'agit de cabinet de curiosité avec les mots-clés art, sciences, musée, étrangeté. Alors cette sous-catégorie me faisait très envie et je la trouvais super, elle va vraiment très bien avec l'automne et je trouvais qu'elle était en plus très originale. Mais en fouillant dans ma pile à lire, j'ai rien trouvé qui me semblait correspondre en tout cas. Mais j'ai rien trouvé, je me suis dit que si j'arrive à rentrer en France d'ici le mois de novembre, et c'est pas gagné, je me prendrais peut-être un Benjamin Lacombe que je n'ai pas, ça ira à mon avis très bien. Mais donc j'ai choisi de twister les mots-clés curiosité et étrangeté pour caser le tome 2 du Sandman de Neil Gaiman. Il s'agit du marchand de sable, tout un panthéon de divinités ou en tout cas d'entités telles que la mort, le diable, etc. À mon avis on va en rencontrer encore d'autres dans celui-là. Pourquoi je l'ai mis là? Parce que c'est clairement l'ambiance qui m'a fait penser à ça, on est vraiment quelque chose dans une ambiance très... alors pas forcément pesante, mais en tout cas une étrangeté omniprésente, quelque chose de très nébuleux, très onirique. Donc je me suis dit peut-être que ça aurait sa place dans un cabinet de curiosité, je sais pas. Mais donc voilà, en tout cas je l'ai mis là. En même temps, il me fallait juste une excuse pour lire le tome 2, c'est tout, hein. Soyons honnêtes, c'est pour ça qu'il est là. Mais je le lirai cet automne, c'est certain. Eh bien écoutez, après cette très longue pile à lire, je sais pas combien de temps cette vidéo dure, mais après cette très longue pile à lire, j'en ai fini. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez certains de ces livres dans votre propre pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Ce qui me ferait très plaisir, c'est si vous avez par exemple une vidéo ou une photo, quelque chose de votre pile à lire, que vous mettiez soit le lien, soit la liste dans les commentaires pour qu'on puisse un peu échanger et discuter. Mais donc voilà, je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt. Ciao!